Pense à la dernière fois que tu as eu envie de partager quelque chose avec quelqu'un, une nouvelle, une émotion, un moment de vie, et que tu t'es retrouvé face au silence, pas un silence apaisant, non, plutôt ce silence un peu creux qui te rappelle que tu n'as pas vraiment quelqu'un à appeler, pas de proche à qui envoyer ce message, pas d'amis qui attendraient de tes nouvelles. Si ce moment te parle, si tu l'as vécu ne serait-ce qu'une seule fois, alors ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui te concerne profondément. Je veux qu'on parle d'un sujet dont on parle rarement avec honnêteté, ne pas avoir d'amis, ou en avoir très peu, ou avoir l'impression d'en avoir, mais de se sentir profondément seul malgré tout. C'est pas un sujet facile à aborder, parce qu'il touche à quelque chose de très sensible en nous, notre sentiment d'être aimable, d'être digne, d'être choisi, d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Et dans notre culture, ne pas avoir d'amis est souvent vécu comme une honte, comme un aveu d'échec, comme si quelque chose en nous clochait. Mais je voudrais te proposer aujourd'hui une autre lecture, une lecture plus douce, plus nuancée et surtout beaucoup plus vraie. Parce que ce que révèle l'absence d'amis, c'est pas ton échec, c'est souvent une histoire, une façon de te protéger, des blessures que tu portes sans forcément les voir, et parfois aussi une invitation à comprendre qui tu es vraiment dans ta relation aux autres. Je suis psychiatre, je pratique la méditation et depuis des années, j'accompagne des patients qui souffrent de solitude, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes brillantes, créatives, profondes, des gens qui mériteraient d'être entourés et qui pourtant se retrouvent seuls, pas par manque de qualité, mais souvent par manque de compréhension de ce qui se passe en eux. Alors, installons-nous ensemble, prenons le temps. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas une liste de conseils pour te faire des amis en 10 étapes. C'est une exploration intérieure, une invitation à te regarder avec curiosité et bienveillance, et peut être au fil de cette heure, tu vas te reconnaître dans certains portraits, tu vas comprendre certains de tes comportements et tu repartiras avec quelque chose de plus précieux que des techniques, tu repartiras avec une meilleure connaissance de toi-même. Commençons. La première chose que je veux poser avec toi, c'est une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un ami vraiment? On utilise ce mot si souvent, de façon si floue, qu'on finit par ne plus savoir ce qu'on cherche. Nos sociétés modernes ont brouillé les frontières. On a des centaines de amis sur les réseaux sociaux, des connaissances, des collègues avec qui on déjeune, des voisins avec qui on échange quelques mots. Et pourtant, on peut se sentir profondément seul au milieu de tout cela. Un ami, au sens profond du terme, c'est quelqu'un avec qui on peut être soi, quelqu'un à qui on peut montrer nos failles sans craindre d'être jugé, quelqu'un qui nous choisit et que nous choisissons, non pas par obligation ou par intérêt, mais par affinité réelle. L'amitié véritable, c'est une forme de reconnaissance mutuelle. Je te vois tel que tu es et je t'aime pour cela. Et quand on n'a pas cela ou qu'on a l'impression de ne pas l'avoir, la douleur est réelle, elle est profonde, elle mérite d'être prise au sérieux. Les recherches en psychologie et en neurosciences sont claires là-dessus. Les liens sociaux sont un besoin fondamental de l'être humain, pas un luxe, pas un caprice. Un besoin aussi vital que manger ou dormir. L'isolement chronique a des effets mesurables sur la santé physique et mentale. Il augmente le risque de dépression, d'anxiété, de maladies cardiovasculaires. Il accélère même le vieillissement cognitif. Mais je ne dis pas cela pour t'alarmer. Je dis cela pour que tu comprennes que si tu souffres de ne pas avoir d'amis, tu ne souffres pas d'un caprice, tu souffres de l'absence de quelque chose dont ton être a profondément besoin. Maintenant, posons-nous une question plus délicate. Pourquoi certaines personnes se retrouvent-elles sans amis? Les réponses sont nombreuses et elles sont rarement simples. Je voudrais explorer avec toi plusieurs pistes, plusieurs portraits, si tu veux, et je t'invite à observer lequel te touche le plus, lequel résonne avec ton histoire. Le premier portrait, je l'appelle celui de la personne qui s'est retirée.
Il y a des gens qui ont eu des amis autrefois, des amitiés sincères, nourries, et puis quelque chose s'est passé. Un déménagement, une rupture, un deuil, un épisode douloureux. Et progressivement, presque sans s'en rendre compte, ils se sont retirés, ils ont répondu de moins en moins aux messages, ils ont décliné les invitations, ils ont laissé les liens s'effilocher. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de l'indifférence, c'est souvent une protection. Quand on a été blessé, quand on a vécu une trahison, une déception, une perte, quelque chose en nous se met en veille, un système d'alarme intérieur qui dit reste à l'écart, les liens font souffrir. J'ai accompagné une femme, appelons-la Marie, qui avait perdu sa meilleure amie dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Non pas la mort de son amie, mais la fin de leur amitié suite à un malentendu lié au deuil. Elles s'étaient disputées et n'avaient jamais reparlé. Marie avait alors mis quelque chose sous clé en elle. Elle continuait à vivre, à travailler, à sourire, mais elle ne laissait plus personne vraiment entrer. 15 ans plus tard, elle se retrouvait seule et ne comprenait pas pourquoi. Quand on a mis ensemble des mots sur ce mécanisme, ce retrait, comme protection, elle a commencé à comprendre. Elle n'était pas inapte à l'amitié, elle avait peur d'une perte nouvelle. Et cette peur avait été plus forte que son envie de connexion. Est-ce que toi aussi, quelque part dans ton histoire, tu t'es retiré pour te protéger? Est-ce qu'il y a eu une blessure, une déception, une trahison qui t'a appris que les liens pouvaient faire mal? Si c'est le cas, je voudrais que tu entendes ceci. La protection avait du sens à un moment donné. Elle t'a aidé à survivre à quelque chose de difficile. Mais parfois, on oublie de désactiver l'alarme et on continue à se protéger d'un danger qui n'est plus là. Le deuxième portrait, c'est celui de la personne qui attend d'être choisie. Il y a des gens qui ont une conception très particulière de l'amitié. Pour eux, les liens se créent naturellement ou ne se créent pas. L'amitié doit surgir d'elle-même, sans effort, sans démarche. Et du coup, ils attendent. Ils attendent qu'on les appelle, qu'on les invite, qu'on vienne vers eux. Et souvent, cette attente est liée à une peur profonde du rejet. Si je prends l'initiative, si je propose une rencontre et que l'autre dit non ou pire, qui dit oui mais sans enthousiasme, alors je serai humilié. Alors je confirmerai ce que je crains au fond, que je ne suis pas vraiment quelqu'un qu'on a envie de voir. Cette peur du rejet est extrêmement courante. Elle se construit souvent dans l'enfance, dans les cours de récréation où certains enfants étaient mis de côté, dans les familles où l'amour était conditionnel, dans toutes les situations où on a appris que demander, c'était risquer d'être refusé. Mais voici ce que j'observe. Les personnes qui attendent d'être choisies donnent souvent l'impression, de l'extérieur, de ne pas avoir envie de lien. Elles semblent distantes, autosuffisantes, difficiles d'accès, et les autres, qui perçoivent cela, ne font pas le premier pas. Et ainsi, la prophétie se réalise, personne ne vient, et la personne confirme sa croyance qu'elle n'est pas désirable. C'est un cercle qui se nourrit lui-même. Et pour en sortir, il faut souvent un acte de courage. Prendre l'initiative, malgré la peur, appeler quelqu'un, proposer un café, envoyer un message sincère, non pas avec l'assurance d'être bien reçu, mais avec la volonté de s'offrir une chance. Le troisième portrait peut être le plus subtil, c'est celui de la personne qui a des amis mais se sent seule. Ce cas est très fréquent et souvent très douloureux, précisément parce qu'il est difficile à nommer. Comment dire je me sens seul quand tu as des gens autour de toi? Comment expliquer ce vide intérieur à quelqu'un qui te verrait entouré à une fête? Cette forme de solitude naît d'un décalage entre ce qu'on montre et ce qu'on est réellement. Certaines personnes ont appris très tôt à se conformer, à être ce qu'on attendait d'elles, à sourire au bon moment, à parler de ce qui est socialement acceptable, à ne jamais vraiment montrer leur intériorité profonde, leurs doutes, leurs peurs, leurs rêves les plus intimes, leurs pensées les plus sombres. Et alors, même entourées, elles se sentent seules
parce que les liens qu'elles ont créés reposent sur un personnage, sur une version filtrée d'elles-mêmes. Et elles ne savent pas si les gens qu'elles connaissent aimeraient leur vrai moi, ou même si ce vrai moi mérite d'être aimé. Je veux m'arrêter un moment sur cette phrase parce qu'elle est centrale. Est-ce que tu te sens digne d'être vu tel que tu es vraiment? C'est une question fondamentale. Parce que l'amitié profonde, le genre de lien qui nourrit vraiment l'âme, nécessite une certaine vulnérabilité. Il faut accepter d'être vu, imparfait, incertain, parfois perdu, et cela suppose d'abord de croire qu'on mérite d'être aimé malgré nos imperfections. Si tu grandis dans un environnement où l'amour était lié à la performance, au mérite, à la perfection, il est probable que tu aies du mal à te montrer vulnérable. Et alors, tu portes un masque, même avec les gens que tu apprécies. Et ce masque te protège, mais il t'isole aussi. Si ce contenu résonne avec quelque chose en toi, je t'invite à prendre un instant pour t'abonner à cette chaîne. C'est une façon de continuer ce chemin ensemble et de ne pas manquer les prochains épisodes qui, je l'espère, pourront t'accompagner. Continuons. Je voudrais maintenant aborder quelque chose que l'on oublie souvent dans les conversations sur la solitude, le rôle de notre histoire d'attachement. Les recherches sur l'attachement, initiées par le psychologue John Bowlby et poursuivies par de nombreux chercheurs depuis, ont montré quelque chose de fondamental. La façon dont nous avons vécu nos premiers liens, principalement avec nos parents ou figures parentales, modèlent profondément notre façon de nous relier aux autres tout au long de notre vie. Si tu as grandi avec des parents présents, prévisibles, capables de répondre à tes besoins émotionnels, tu as probablement développé ce qu'on appelle un attachement sécure. Tu as appris que les liens sont fiables, que tu peux avoir besoin des autres sans te perdre, que la proximité est safe. Mais si tu as grandi dans un environnement imprévisible, froid ou difficile, avec des parents eux-mêmes blessés, absents, ou qui t'ont envoyé des messages contradictoires sur l'amour tu as peu, être développé un style d'attachement dit insécure. Et cela peut prendre deux formes principales. La première, c'est l'attachement évitant. La personne a appris que ses besoins émotionnels ne seraient pas comblés et a donc développé une forme d'autosuffisance défensive. Elle ne demande pas, elle n'exprime pas ses besoins, elle se convainc qu'elle n'a pas besoin des autres. Et en surface, elle semble indépendante, forte, solide. Mais sous cette surface, il y a souvent une solitude profonde et une fin de connexion qu'elle ne sait pas nommer. La deuxième, c'est l'attachement anxieux. La personne a vécu des liens imprévisibles, un parent parfois présent, parfois absent, parfois chaleureux, parfois froid, et elle a développé une hypervigilance émotionnelle. Elle scrute les signaux des autres, elle a peur d'être abandonnée, elle peut être perçue comme trop intense ou trop dans le besoin, et paradoxalement, cette intensité peut éloigner les gens, renforçant la peur fondamentale d'être abandonné. Ces schémas d'attachement ne sont pas des condamnations, ils sont des apprentissages. Et ce qui a été appris peut être désappris, remodelé, transformé. Mais pour cela, il faut d'abord les voir. Je pense à un jeune homme, appelons-le Thomas, que j'ai accompagné il y a quelques années. Il avait 28 ans, aucun ami proche, et venait me voir parce qu'il souffrait de ce qu'il appelait lui-même une incapacité à créer des liens durables. Chaque fois qu'une amitié commençait à se développer, à devenir un peu plus intime, il trouvait une raison de s'éloigner, un défaut chez l'autre, une raison de ne plus répondre aux messages. Il sabotait les liens avant qu'ils ne deviennent trop proches. En travaillant avec lui, nous avons découvert que son père était quelqu'un d'imprévisible dans ses humeurs, tantôt aimant, tantôt violent verbalement. Thomas avait appris très tôt que se laisser aimer, c'était se mettre en danger, que la proximité précédait la blessure. Et alors, chaque fois qu'un lien commençait à ressembler à quelque chose de vrai, quelque chose en lui disait: attention, tu vas souffrir, éloigne-toi d'abord. Comprendre ce mécanisme n'a pas suffi à tout changer immédiatement,
mais cela lui a donné quelque chose d'essentiel, la capacité de ne plus se juger, de ne plus se voir comme quelqu'un d'inapte, mais comme quelqu'un qui portait une blessure ancienne et qui pouvait, doucement, apprendre à faire autrement. Est-ce que ton histoire ressemble à quelque chose de cela? Est-ce qu'il y a dans tes premiers liens quelque chose qui pourrait expliquer ta façon de te relier aux autres aujourd'hui? Je ne te demande pas de répondre à voix haute. Je te demande juste d'y penser avec curiosité, avec douceur, parce que la compréhension de soi n'est pas un procès, c'est une libération. Abordons maintenant un aspect particulier que l'on sous-estime souvent, le rôle de l'estime de soi dans la création et le maintien des liens. L'estime de soi, c'est le regard que tu portes sur toi-même, la valeur que tu te reconnais. Et elle joue un rôle absolument central dans ta vie sociale. Quand l'estime de soi est fragile, et je précise que c'est le cas pour beaucoup de gens, même ceux qui semblent confiants en surface, plusieurs choses se passent qui rendent l'amitié difficile. Premièrement, on a tendance à se dévaloriser face aux autres. On pense qu'on est moins intéressant, moins drôle, moins cultivé, moins accompli, et alors on se retient, on ne parle pas, on n'ose pas exprimer une opinion, on ne propose pas une rencontre, on se rend invisible parce qu'on pense qu'on n'a pas grand-chose à offrir. Deuxièmement, on est hypersensible au rejet, le moindre signe d'indifférence, un message qui reste sans réponse, une invitation refusée, un regard distrait, est interprété comme une confirmation que l'on n'est pas aimable. Et cette hypersensibilité est épuisante pour soi et parfois pour les autres. Troisièmement, on peut tomber dans des relations déséquilibrées parce qu'on croit inconsciemment que l'on ne mérite pas mieux, on accepte des amis qui ne nous traitent pas bien, qui ne sont disponibles que quand ils ont besoin de quelque chose, qui ne s'intéressent pas vraiment à nous. Et on préfère cela à la solitude. Mais ces relations-là ne nourrissent pas, elles peuvent même appauvrir davantage l'estime de soi. Alors comment travailler sur l'estime de soi en lien avec la vie sociale? La première étape, c'est de reconnaître ses qualités, pas de façon naïve ou défensive, mais de façon honnête. Qu'est-ce que tu apportes dans une relation? Qu'est-ce qui te rend agréable à côtoyer? Peut être un bon écoutant, peut être que tu as de l'humour, peut être que tu es loyal, curieux, créatif. Ces qualités ont de la valeur. Elles méritent d'être reconnues. La deuxième étape, c'est d'apprendre à te parler comme tu parlerais à un ami. Observe la façon dont tu te parles intérieurement quand tu fais une erreur sociale, quand tu dis quelque chose de maladroit, quand une tentative de connexion ne fonctionne pas. Est-ce que tu te dis c'est normal, ça arrive, ou est-ce que tu dis je suis nul, je ne sais pas parler aux gens, je ferai toujours des erreurs? Ce dialogue intérieur, on ne le contrôle pas toujours, mais on peut apprendre à le transformer. La troisième étape, et c'est peut être la plus importante, c'est de cesser de conditionner ta valeur à l'approbation des autres. Ta valeur n'est pas définie par le nombre d'amis que tu as. Elle n'est pas définie par le fait que quelqu'un t'ait invité ou non à sa fête d'anniversaire. Elle ne dépend pas des likes sur tes publications, ni des messages que tu reçois. Ta valeur est intrinsèque. Elle est là, indépendamment du regard d'autrui. Et plus tu l'ancres en toi, moins tu auras besoin de la validation extérieure pour te sentir bien. Je sais que c'est pas simple, je sais que ces croyances sont souvent très profondes, très anciennes, mais le travail peut commencer aujourd'hui, maintenant, dans la façon dont tu choisis de te parler après cet épisode. Si tu traverses une période de solitude et que ce contenu t'accompagne un peu, c'est déjà quelque chose. Et si tu penses que quelqu'un dans ta vie pourrait bénéficier de cet épisode, n'hésite pas à le partager avec lui. Ce sont ces petits gestes qui font une différence. Continuons notre exploration. Je veux parler maintenant d'un phénomène très contemporain qui complique encore davantage la question de l'amitié, la solitude dans un monde hyper connecté. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant d'outils pour nous connecter les uns aux autres. Les réseaux sociaux, les messageries instantanées, les appels vidéo, les forums, les groupes en ligne. Et pourtant, les études le montrent.
les niveaux de solitude n'ont jamais été aussi élevés, notamment chez les jeunes adultes. Pourquoi ce paradoxe? Parce que la connexion numérique, même si elle peut avoir de la valeur, ne remplace pas la présence réelle. Elle peut la compléter, mais elle ne peut pas la substituer. Il y a quelque chose dans la présence physique d'un autre être humain, son regard, sa chaleur corporelle, ses expressions faciales, sa façon de rire, qui nourrit quelque chose en nous que les pixels ne peuvent pas atteindre. De plus, les réseaux sociaux créent souvent une dynamique particulièrement toxique pour l'estime de soi et la vie sociale. On y présente des versions idéalisées de sa vie, on y voit les autres en train de s'amuser, de voyager, de célébrer, toujours ensemble, toujours heureux. Et si ta vie ne ressemble pas à cela, tu peux avoir l'impression d'être en dehors de quelque chose, d'être le seul à rester seul le vendredi soir. Mais ce que tu vois sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est une narration. C'est la mise en scène de moments choisis. Derrière ces photos souriantes, il y a aussi des gens qui doutent, qui souffrent, qui se sentent seuls. La solitude n'a pas de visage évident. Il y a aussi un autre aspect des réseaux sociaux que je veux mentionner. Ils peuvent devenir un substitut anxiolytique. Quand on se sent seul, on scrolle. On cherche une stimulation, une distraction, un semblant de connexion, et on obtient quelque chose, certes un peu de dopamine, un peu de bruit dans le silence, mais on ne résout pas la solitude. On la met en pause temporairement, et quand on repose le téléphone, elle revient, parfois encore plus forte. La question n'est pas de condamner les réseaux sociaux. La question, c'est de voir clairement ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas nous apporter, et de ne pas les laisser remplacer le travail, parfois difficile, parfois inconfortable, de créer de vrais liens. Parlons maintenant de quelque chose que j'aborde souvent avec mes patients et qui, je pense, peut te toucher, la peur du jugement. La peur du jugement est l'une des grandes inhibitrices de la vie sociale. Elle est aussi l'une des plus universelles. Presque tout le monde la ressent. Mais pour certains, elle est si intense qu'elle paralyse. Si je dis ce que je pense vraiment, on va me trouver bizarre. Si je montre que je souffre, on va me plaindre ou me juger. Si je prends l'initiative, on va me trouver trop envahissant. Si j'exprime mon enthousiasme, on va se moquer de moi. Ces pensées sont tellement automatiques, tellement rapides qu'on ne les remarque même pas toujours. Elles se produisent en arrière-plan et influencent nos comportements sans qu'on en soit conscient. On se tait quand on voudrait parler. On sourit poliment quand on voudrait exprimer quelque chose de vrai. On part tôt d'une soirée parce qu'on ne sait pas comment rester sans jouer un rôle. Et le problème, c'est que cette peur du jugement crée une sorte de cage invisible. On reste à l'intérieur parce qu'on a peur de ce qui se passe dehors. Mais à force, on finit par oublier que la cage a une porte. Je pense souvent à ce que les chercheurs en psychologie sociale appellent le spotlight effect, l'effet projecteur. Nous avons tendance à surestimer l'attention que les autres portent à nos comportements, à nos erreurs, à nos maladresses. On croit qu'on est sous les projecteurs, que chacun de nos faux pas est remarqué et jugé, mais la réalité, c'est que les autres sont eux-mêmes beaucoup trop préoccupés par leur propre projecteur imaginaire pour vraiment nous observer. Autrement dit, les autres pensent beaucoup moins souvent à nos maladresses que nous ne le craignons. Cette réalité, simple mais puissante, peut être libératrice. Une petite pratique que je recommande souvent, après une interaction sociale où tu t'es senti jugé ou maladroit, demande-toi honnêtement, est-ce que j'ai une preuve réelle que l'autre m'a jugé négativement ou est-ce que c'est mon interprétation? Souvent, tu réaliseras que tu as projeté sur l'autre quelque chose qui n'existe que dans ta tête. Passons maintenant à un aspect que l'on ne dit pas assez. La solitude peut aussi être le signe d'une profonde intégrité. Il y a des gens qui n'ont pas d'amis, non pas parce qu'ils sont blessés ou qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ont des exigences relationnelles élevées. Ils n'ont pas envie de relations superficielles. Ils ne trouvent pas de satisfaction dans les conversations de surface, les commérages, les liens basés sur l'habitude ou la commodité. Ils cherchent quelque chose de plus profond, de plus authentique, et ils ne trouvent pas, je ne veux pas idéaliser cela,
Parce que parfois, des exigences très élevées peuvent aussi cacher une peur, la peur de s'exposer dans quelque chose de moins parfait. Mais il y a aussi des gens qui ont une vraie sensibilité, une vraie profondeur, et qui trouvent difficile de trouver des interlocuteurs qui leur correspondent. Si tu te reconnais dans ce portrait, je veux d'abord te dire, ta profondeur est une qualité, ta recherche d'authenticité est précieuse. Mais je veux aussi te proposer une nuance, les relations profondes ne commencent pas profondes. Elles commencent ordinaires, légères, parfois même un peu maladroites, et elles se creusent avec le temps, avec la réciprocité, avec les moments partagés. Si tu attends que la profondeur soit là dès le début, tu risques de passer à côté de nombreuses personnes qui auraient pu devenir importantes dans ta vie. La graine d'une amitié profonde peut ressembler à une conversation anodine sur un trajet en train ou à un échange sur un livre qu'on a tous les deux aimé. L'important, c'est de rester ouvert à ce qui peut germer. Voici un moment pour respirer un peu. Nous avons déjà exploré beaucoup de choses ensemble. Le retrait protecteur, l'attente d'être choisi, la solitude dans les liens, l'histoire d'attachement, l'estime de soi, la peur du jugement. Si tu es encore là, c'est que tout cela a du sens pour toi et je t'en remercie. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner à cette chaîne. Ce sont ces petits gestes qui m'encouragent à continuer ce travail et qui permettent à d'autres personnes de le découvrir. Poursuivons. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore abordé et qui me semble essentiel, le lien entre la solitude et notre rapport à nous-mêmes. On pense souvent que la solitude, c'est l'absence des autres, mais la solitude la plus profonde, la plus durable, c'est parfois l'absence de soi-même, le fait de ne pas se connaître vraiment, de ne pas s'apprécier sa propre compagnie, de fuir le silence intérieur parce que on ne sait pas ce qu'on y trouvera. Il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls et qui pourtant n'ont pas d'amis. Ils vivent dans une contradiction douloureuse. La présence des autres leur est nécessaire pour se sentir exister, mais ils n'arrivent pas à créer des liens durables. Et cette contradiction peut s'expliquer en partie par le fait qu'ils n'ont jamais vraiment appris à être en bonne compagnie avec eux-mêmes. La relation à soi est la base de toutes les relations. Pas de façon narcissique, pas dans le sens je m'aime tellement que je n'ai besoin de personne, mais dans le sens je me connais suffisamment pour savoir ce que j'ai à offrir. Je suis à l'aise dans le silence. Je sais m'occuper de moi. Je ne cherche pas chez les autres quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner comme la certitude d'exister ou la confirmation permanente que je vaux quelque chose. Les traditions méditatives, et je pense notamment à la pleine conscience que je pratique depuis des années, insistent toutes sur l'importance de cette relation intérieure. Avant de chercher la connexion dehors, trouve la connexion dedans. Apprends à t'asseoir avec toi-même. Apprends à observer tes pensées sans en être emporté. Apprends à te regarder avec la même bienveillance que tu voudrais recevoir des autres. C'est pas du narcissisme, c'est de la santé psychologique. Et paradoxalement, les gens qui ont une bonne relation avec eux-mêmes sont souvent ceux qui créent le plus naturellement des liens avec les autres, parce qu'ils n'en ont pas désespérément besoin, parce qu'ils viennent à la relation en paix et non dans l'urgence. Alors comment améliorer cette relation à soi? Une première pratique simple, accorde-toi chaque jour quelques minutes de silence. Pas de téléphone, pas de musique, pas de distraction. Juste toi avec toi-même. Observe ce qui remonte. Les pensées, les émotions, les sensations physiques. Apprends à être présent à ce qui se passe en toi, sans chercher immédiatement à le fuir ou à le résoudre. Une deuxième pratique, tiens un journal, non pas pour analyser, mais pour exprimer. Écris ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu as vécu. Cela crée un espace intérieur, un dialogue avec soi-même. Et parfois, en écrivant, on découvre des choses sur soi qu'on ne savait pas consciemment. Une troisième pratique, identifie ce qui te nourrit vraiment, les activités, les lieux, les sujets qui t'animent, et donne-leur de la place dans ta vie.
Parce que quand tu fais des choses qui t'animent, tu deviens plus vivant. Et les personnes vivantes attirent naturellement les autres. Je veux maintenant aborder un sujet que l'on effleure rarement avec honnêteté. La différence entre ne pas avoir d'amis et ne pas vouloir en avoir. Il y a des personnes, et elles sont plus nombreuses qu'on ne le croit, qui préfèrent sincèrement une vie avec peu de liens sociaux, qui trouvent les interactions sociales épuisantes, qui se ressourcent dans la solitude, qui ont besoin de beaucoup de temps seuls pour se sentir bien. Ces personnes sont souvent de nature introvertie. L'introversion n'est pas un problème, ce n'est pas une pathologie, c'est un trait de personnalité, une façon d'être au monde. Et dans une culture qui valorise l'extraversion, le bavardage, la sociabilité permanente, les introvertis peuvent se sentir en décalage. Ils peuvent intérioriser l'idée qu'ils devraient être différents. Mais si tu es introverti et que tu vis bien avec peu de liens sociaux, tu n'as pas à te forcer à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Ce qui compte, c'est la qualité de tes liens et non leur quantité. Une ou deux amitiés profondes peuvent nourrir autant parfois davantage qu'un réseau étendu de connaissances superficielles. La question que je te pose est donc, est-ce que tu souffres de ta situation? Est-ce que l'absence d'amis te pèse? Ou est-ce que c'est une façon d'être qui te convient? Et c'est surtout le regard des autres, leurs questions, leurs étonnements, leur pitié parfois qui te dérangent? La réponse à cette question change tout. Si tu souffres, alors il y a du travail à faire, de la compréhension à développer, peut être de l'aide à chercher. Mais si tu vas bien dans ta solitude choisie, alors le travail, c'est être d'apprendre à l'assumer pleinement, sans te justifier, sans te sentir anormal. Il existe une forme de solitude paisible qui est une sagesse. Les philosophes, les contemplatifs, les artistes l'ont souvent décrite. La capacité à être seul et à habiter pleinement ce silence, c'est un art. Ce n'est pas un échec, mais je reviens à la distinction fondamentale. La solitude choisie nourrit, la solitude subie épuise. Et parfois, ce qui commence comme une solitude subie peut, avec du travail intérieur, devenir une solitude apprivoisée. Pas parfaite, pas idéale, mais habitée. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose de très concret. Comment commencer à sortir de la solitude relationnelle? Pas en forçant, mais en créant les conditions favorables. La première condition, c'est la régularité des contextes. Les amitiés ne naissent pas souvent d'un coup de foudre. Elles naissent de la répétition, de la familiarité, du temps passé dans les mêmes endroits avec les mêmes personnes. Les études le montrent clairement, on a tendance à devenir amis avec les gens qu'on voit régulièrement. Pas nécessairement les plus similaires à nous, pas les plus brillants, mais ceux avec qui on partage un contexte régulier. Cela signifie que pour créer des liens, il faut s'exposer régulièrement à des contextes sociaux. Pas nécessairement des fêtes ou des événements mondains qui peuvent être très inconfortables pour les introvertis ou les personnes anxieuses, mais des contextes dans lesquels on fait quelque chose ensemble, un cours de sport, un atelier créatif, un groupe de randonnée, un club de lecture, une association, un cours de cuisine. Quand on fait quelque chose ensemble, la pression de la conversation directe diminue. On a un sujet partagé, une activité commune, et les liens peuvent naître naturellement sans forcer. La deuxième condition, c'est la disponibilité émotionnelle. Être présent à l'autre, poser de vraies questions, s'intéresser sincèrement à sa vie, à ses pensées, à ses ressentis, pas par politesse, mais par curiosité réelle. Et cela suppose d'aller au-delà de la surface. Comment tu vas? Bien. Et toi? Ce rituel social est rassurant, mais il ne crée pas de lien. Ce qui crée du lien, c'est la vulnérabilité partagée. Pas forcément les grands aveux, pas nécessairement les confidences intimes dès la première rencontre, mais des petits moments de vérité. Dire je ne sais pas quand on ne sait pas, admettre qu'on a traversé quelque chose de difficile, partager ce qui nous enthousiasme vraiment sans minimiser. Ces moments de vérité créent de la résonance entre les êtres.
La troisième condition, et c'est celle que j'appelle la plus courageuse, c'est de persévérer malgré les échecs relationnels. Parce qu'ils arriveront, tout le monde n'est pas compatible avec tout le monde. Une tentative d'amitié qui ne prend pas, c'est pas un jugement définitif sur ta valeur. C'est simplement deux personnes qui ne trouvent pas leur rythme commun. Les enfants, quand ils cherchent des amis dans une cour de récréation, essuie de nombreux refus avant de trouver quelqu'un avec qui le courant passe. Il ne s'arrête pas après le premier échec. Et quelque part, cette capacité de rebond, cette résilience relationnelle, c'est quelque chose qu'on peut réapprendre. Chaque tentative, même celle qui n'aboutit pas, est un entraînement. Elle renforce ta capacité à aller vers l'autre. Elle te montre que tu peux survivre au rejet. Et progressivement, l'aller vers devient moins effrayant. Voici un autre rappel, parce que nous approchons de la fin de cet épisode et je suis touché que tu sois encore là. Si ce contenu t'a accompagné aujourd'hui, pense à t'abonner et à laisser un commentaire. Dis-moi ce qui t'a touché, ce qui a résonné. Ces échanges ont beaucoup de valeur pour moi. Avant de conclure, je veux te parler d'un dernier aspect, peut être le plus important de tous, la compassion envers toi-même. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui, les blessures d'attachement, les peurs, les mécanismes de protection, les croyances limitantes, tout cela peut générer une tentation, celle de se juger, de se condamner. J'aurais dû comprendre cela plus tôt. Je suis responsable de ma solitude. Pourquoi je n'arrive pas à me sortir de là? Je veux que tu entendes ceci clairement. Tu n'es pas coupable. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais, avec ta personnalité, ton histoire, tes ressources du moment. Les mécanismes que tu as développés avaient du sens à un moment. Ils t'ont protégé de quelque chose. La compassion envers soi-même, ce que les chercheurs appellent la self-compassion, n'est pas de la faiblesse. C'est en fait l'un des meilleurs prédicteurs de la résilience psychologique. Les gens qui savent se traiter avec bienveillance, qui peuvent reconnaître leur souffrance sans s'y noyer ni la minimiser, sont ceux qui rebondissent le mieux après les difficultés. Alors quand tu penses à ta solitude, quand tu penses à tes difficultés relationnelles, je t'invite à te parler comme tu parlerais à un ami cher qui traverserait la même chose avec douceur, avec compréhension, sans cruauté. Et je veux terminer par ceci parce que c'est ce qui me semble le plus vrai après des années de travail avec des personnes qui souffrent de solitude. La solitude n'est pas une condamnation. Elle est souvent un message qui dit quelque chose dans ta façon de te relier aux autres a besoin d'attention. Quelque chose dans ton rapport à toi-même mérite d'être exploré. Quelque chose dans tes croyances sur l'amour et la valeur demande à être questionné. Et quand on entend ce message non pas comme une accusation mais comme une invitation, la solitude peut devenir le point de départ d'un voyage intérieur profond, un voyage qui mène non seulement vers les autres, mais d'abord vers soi. Les plus belles amitiés que j'ai vues naître, dans mon cabinet comme dans ma vie, ne sont pas nées d'une technique ou d'une stratégie. Elles sont nées de personnes qui avaient fait le travail de se connaître un peu mieux, qui avaient appris à s'apprécier un peu plus, et qui, depuis cet endroit plus stable en elles, avaient pu s'ouvrir à l'autre différemment, plus librement, plus vraiment. Ce voyage n'est pas linéaire. Il comporte des hauts et des bas, des avancées et des reculs, des rencontres qui nourrissent et d'autres qui déçoivent. Mais chaque pas compte. Chaque petit courage compte. Chaque fois que tu choisis de t'ouvrir plutôt que de te fermer, tu changes quelque chose. Et souviens-toi, la profonde connexion humaine que tu cherches, ce sentiment d'être vu, d'être compris, d'être choisi, elle commence toujours par toi, par le fait de te voir, de te comprendre, de te choisir toi-même. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce temps que tu t'es accordé pour écouter, pour réfléchir, pour te regarder avec honnêteté, c'est déjà un acte de courage. Et c'est un signe que tu tiens à ta vie, à ta croissance, à ta relation avec toi-même et avec les autres. Si ce contenu t'a été utile, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut être une personne dans ta vie qui traverse une période de solitude, peut être quelqu'un qui ne parlerait pas de sa solitude, mais qui la porte en silence,
ce partage peut être un geste d'amitié en soi. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.